moi, je suis Caroline Dehaas, militante féministe, et je suis avec Bettina Zourli qui va nous présenter les 2 ouvrages ce soir. Avant qu'on commence, un petit point de vigilance, puisque nous allons donc parler ce soir de prison, mais nous allons aussi parler de violence, puisque d'abord la prison est une violence, et puis nous allons parler évidemment des condamnations pour violence. Donc si vous sentez que ce temps d'échange crée chez vous des émotions, bah, vous quittez la réunion, vous mettez sur pause le replay si vous regardez en replay, et puis vous pouvez appeler les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, qui sont des numéros d'aide pour les personnes victimes de violences. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, ouais, on va aborder l'ouvrage Pour elles toutes de Gwenola Ricordo, donc qui est un livre beaucoup plus récent que le livre d'Angela Davis sur la prison également. Le livre est paru en 2019 et en français. Donc en fait, Gwenola Ricordo, elle est française, mais ça fait 5 ans qu'elle habite aux États-Unis. Et avant ça, il me semble qu'elle a habité au Canada. Donc elle fait beaucoup de parallèles. Enfin, elle parle principalement de l'Amérique du Nord. Mais elle donne aussi des exemples en France et elle est aussi familière de la situation française, notamment des prisons et du système carcéral. Et elle, en fait, son angle d'approche, ça a été aussi comme... alors, Angela Davis a été incarcérée, Gwenola Ricordo a un proche qui a été incarcéré. C'est comme ça qu'elle a été amenée à se questionner sur la prison. Et donc, elle est professeure à l'université aux États-Unis actuellement. En gros, là, pareil, donc j'ai choisi 3 éléments pour approcher ce gros essai qui est hyper intéressant et qui parle de plein de choses. Mais en gros, comme je vous le dis, c'est que Gwenola Ricordo, elle s'attache beaucoup à parler du genre et du lien entre le genre et la prison. Et donc, son postulat, c'est d'expliquer en quoi la prison n'est pas l'allié des femmes, notamment. Et ensuite, elle parle énormément donc d'abolitionnisme pénal et donc de comment on pourrait imaginer un monde sans prison ou sans système pénal. Et donc, elle parle un petit peu de la théorie donc de l'abolitionnisme pénal, mais là, je ne vais pas détailler, je vais juste vous expliquer ce que c'est rapidement. Mais c'est surtout, on va donner des exemples et les exemples qu'elle prend dans son livre pour imaginer une société qui ne soit pas tournée vers un système répressif comme celui du système pénal et de la prison. Donc, elle fait un petit résumé de ce qui se passe en France au niveau du traitement, notamment des violences faites aux femmes, etc. Donc, c'est quelque chose dont on a déjà parlé ces dernières semaines et qui est assez présent dans les luttes féministes. Donc, en gros, qui a un gros écueil, en tout cas, entre la réalité des violences physiques, psychologiques, etc., et sexuelles que subissent les femmes et le fait notamment qu'il y ait un manque total de condamnation et de prise en charge, rien que des plaintes, mais aussi de la durée du traitement des plaintes, ce genre de choses. Et en gros, elle fait un parallèle qui est très intéressant dans le livre, c'est elle prend l'exemple de l'industrie pharmaceutique. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, la plupart des tests des médicaments sont faits sur des hommes, sur des corps dits masculins. Et en gros, il y a du coup beaucoup de risques que les médicaments qu'on prend ne soient en réalité pas du tout adaptés à des personnes qui ont des hormones comme les oestrogènes ou la progestérone, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, elle fait ce parallèle avec le système carcéral et le système judiciaire en se disant, en fait, on est dans un monde, au masculin, on est dans un monde qui a été pensé par des hommes et pour des hommes. Donc, pourquoi le système carcéral échapperait à cette logique? Et donc, de dire qu'en fait, le système pénal, c'est un système qui a été pensé par des hommes et pour des hommes. Et un autre exemple qu'elle donne, c'est le fait que c'est un outil de la culture du viol, avec le fait que les actes sont minimisés, qu'il n'y a pas un très bon traitement des plaintes, comme on l'a montré avec plein d'études là et plein de témoignages ces derniers mois, et qui a vraiment un entre-soi en fait qui tend à dire que c'était pas vraiment des agressions, des crimes et ce genre de choses. Elle donne un exemple avec l'histoire, avec l'affaire DSK, je ne sais pas si vous vous rappelez, où tout l'entourage masculin de DSK a parlé de troussage de domestiques, a parlé du fait que qu'il n'y avait pas mort d'homme. Il y a un des hommes politiques français qui parlait de ça, ce qui est quand même très bien choisi comme expression, c'était vraiment fantastique. Et du coup, voilà, que forcément, en fait, comme toute notre société, il faut penser la prison en féministe comme un allié des dominants et donc pas des femmes. Je trouve aussi assez intéressant, résultat dans la réflexion de Gwenola Ricordo, c'est que aujourd'hui, quand on pense au système pénal et les violences, on se dit ça marche pas très bien. Il y a quand même des Ouais. problèmes. Tu vois, on est sûr, il y a des dysfonctionnements, mais ça pourrait marcher.
Et en fait, la réflexion de Gwenola, c'est plutôt de se dire, en fait, intrinsèquement, structurellement, le système pénal actuel, en tout cas en France, fait partie du problème. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas du tout de système pénal. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas de système pénal, qui sont abolitionnistes non seulement des prisons, mais du système pénal. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait transformer le système pénal. Mais en tout cas, le fait de... Enfin, moi, j'ai beaucoup bougé dans ma tête là-dessus. Avant, je me disais... En fait, je ne remettais pas en cause le système pénal. Je me disais, il y a des trucs qui ne vont pas, tu vois, à la marge, il faudrait... Voilà. Et en fait, elle dit, le système pénal fait partie du problème. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une question qui est en plus, moi, quand je suis rentrée dans ces réflexions-là, honnêtement, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, mais peut-être qu'on peut juste réformer, faire une refonte de ce système-là. Et Gwenola Ricordo, elle est radicale sur ce sujet. Hein. Pour elle, la réforme, ça ne sert à rien. Parce que déjà, comme dans l'ouvrage d'Angela Davis, La prison est-elle obsolète, il y a l'idée que la prison, c'était déjà une réforme d'un système qui était beaucoup plus barbare auparavant. Mais en gros, là, l'idée, c'est que il y a déjà eu des réformes, il y a déjà eu des souhaits justement de changer le système pénitentiaire, carcéral et pénal, mais qu'en fait, forcément, comme il est implanté dans une société d'injustice et d'inégalité, ça ne peut pas fonctionner. Donc, elle est très radicale, elle veut l'abolition de la police, du système pénal et de toutes ces institutions, donc la police notamment, la prison et tout ce qui va autour de la répression en fait. En gros, pour elle, il y a aussi 4 éléments que j'ai mis en avant sur son argumentaire lié à l'abolition plutôt qu'une réforme. C'est de dire qu'en fait, la justice a mis en place que pour chaque délit, crime, etc., il y avait une peine qui devait être automatiquement mise en place. Donc, bien sûr, il y a parfois des cas particuliers et ce genre de choses. Mais en gros, c'est la justice qui décide. Et en fait, la victime n'a aucune place dans cette prise de décision. Donc, c'est vrai que la victime, imaginons qu'elle aille porter plainte, et ben en fait, elle ne va pas avoir son mot à dire dans ce qu'elle estime nécessaire pour elle, pour sa reconstruction, par exemple. Donc, il y a déjà cet élément-là. Et il y a l'idée aussi que pour les crimes qui sont liés aux violences faites aux femmes, il y a des angles morts en fait. C'est que c'est vraiment un impensé. C'est-à-dire que par exemple, souvent il y a une durée qui peut être plus ou moins longue entre le moment où la victime prend conscience de ce qu'elle a vécu et où elle décide d'aller porter plainte. De fait, il y a du coup une impossibilité parfois à prouver en fait ce que la victime a vécu. Donc on se trouve dans un angle mort de la justice. Et en plus de ça, le manque de formation et aussi finalement une misogynie systémique qui fait que de nombreuses victimes sont culpabilisées quand elles veulent porter plainte, voire qu'elles sont encouragées à laisser tomber de porter plainte. Il y a aussi le biais sexiste des juges qu'elle met en avant, à savoir le fait que de nombreuses victimes, quand elles veulent avoir recours au pénal, en fait, sont amenées à exagérer leurs ressentis pour coller à l'image de la bonne victime. C'est-à-dire qu'il y aurait il y aurait comme dans l'imaginaire collectif une bonne manière de gérer un crime qu'on aurait subi, un préjudice qu'on aurait subi, pardon, pour être cru par un système pénal qui est donc rempli de biais sexistes. Et enfin, c'est aussi le fait de se questionner directement sur la peine et sur la manière qu'on a de punir la personne coupable. C'est de se dire que en fait, ça peut aussi engendrer de la peur quand il y a une sortie de prison, par exemple, et une certaine envie de revanche, par exemple, de la personne qui a été incarcérée. Donc, du coup, dans cette idée-là, donc d'abolition, de mettre fin au système pénal qu'on connaît, Gwenola Ricordo fait pas que de la théorie, mais elle propose évidemment des pistes pour essayer de penser l'après. Donc, comment on pourrait faire pour penser une société sans système pénal. Donc déjà, petit point, c'est que c'est pas elle qui l'a inventé, hein, c'est la pensée abolitionniste, ça fait depuis les années 1970, donc particulièrement aux États-Unis, mais aussi en Europe, que dans les milieux anarchistes, il y a des réflexions pour se passer d'un système qui reproduit des inégalités, voire qui les encourage. Donc en gros, voilà, l'objectif, c'est de se dire comment on va faire pour se passer de la justice et pour rendre du coup le système pénal obsolète. En gros, l'idée, c'est donc de proposer un usage alternatif et de mettre en avant l'idée qu'on pourrait s'organiser autrement qu'en allant porter plainte, en allant voir la police, en appelant la police, même quand c'est pour des délits ou par exemple des voisins qui font du bruit, ce genre de choses. Enfin, il y a quand même beaucoup au-delà des crimes. Hein, c'est vrai que dans la pensée féministe, on pense toujours aux choses,
aux actes criminels, mais en fait, les gens ont recours à la police pour plein de choses dans leur quotidien. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut se passer du système judiciaire au quotidien, quoi. Là, je vous ai juste mis un lien avec un exemple parce que c'était un post brut qui m'avait franchement fait hyper réfléchir. C'était il y a quelques mois, donc quand il y a eu les pénuries d'essence dans les stations-service en France. En gros, il y a eu un mini reportage de brut sur des cas d'autogestion dans certains quartiers. Donc notamment là c'était à Aulnay-sous-Bois et sur comment la population en fait avait décidé de s'organiser pour éviter qu'il y ait des mouvements de foule et donc du coup des émeutes et du coup des bagarres pour accéder aux stations-service. Donc là c'est juste un exemple assez récent, mais pour vous dire qu'en fait c'est pas une utopie de dire que l'abolitionnisme carcéral ce serait bien, ça existe déjà. L'autogestion c'est quelque chose qui se fait depuis des décennies dans soit des quartiers de ville, soit même des gens qui ont décidé de s'extraire d'un système pour créer des communautés autogérées où la police n'intervient pas du tout. Et en gros, donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels Gwenola Ricordo s'attarde pour parler d'abolitionnisme pénal. Donc, 2 éléments majeurs, c'est la décarcéralisation et ce qu'on appelle la justice transformatrice. La décarcérisation, en gros, ça fait penser à l'idée de Angela Davis dans son ouvrage La prison est-elle obsolète, sur le fait de dénaturaliser les délits, en mettant en avant une idée majeure, c'est que la plupart des gens qui sont en prison n'ont rien à y faire. Et pour ça, je vous ai juste pris quelques chiffres. Déjà qu'il y a un gros problème de surpopulation carcérale. Alors là, j'ai les chiffres à jour pour 2022 en France. La densité de population carcérale, on est à 106%. Donc, il y a 6% de détenus en trop par rapport au nombre de lits, de places, etc. dans les prisons. Qui est aussi très intéressant, je vous ai mis les sources aussi à la fin, comme ça vous pouvez vérifier. C'est que 26% des détenus en France sont en attente de jugement. Donc, ce n'est pas des personnes condamnées, c'est des personnes qui sont incarcérées en attendant qu'il y ait un jugement. La période de jugement peut être très, très longue parce que le système judiciaire et pénal reçoit tellement de dossiers qu'en fait, ça peut prendre des mois et des mois avant que ces personnes soient jugées. Et pour vous donner un autre élément, c'est que pour relier au fait que la plupart des gens qui sont en prison n'ont rien à y faire, c'est que 33% des détenus en France ont des troubles psychiatriques et des troubles mentaux sévères. Ce qui questionne aussi sur qu'est-ce qui nourrit l'autre. Est-ce qu'il y avait déjà ces troubles-là, ou est-ce que la prison ne provoque pas justement une augmentation des troubles mentaux de par l'enfermement et le traitement inhumain qui y est. Et je vous donne juste d'autres éléments sur le fait de dénaturaliser et de décarcéraliser, parce que là, on le verra après avec les exemples que je donne à la fin sur comment on fait en pratique. C'est que par exemple, en France, 21% des détenus sont en prison pour du vol, 18% pour du trafic de stupéfiants ou de la possession de stupéfiants, et 7% pour des infractions routières. Voilà. Donc, je reviendrai après sur ces chiffres-là pour mettre en pratique tout ça. Et l'autre élément, c'est de remettre dans le contexte des peines. Et donc là, je donne juste un exemple, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aussi englober le fait, par exemple, qu'une personne qui vole et qui est sans abri ou qui est hyper précaire, est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait plus grand que juste de dire cette personne a volé et c'est pas bien. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est pour prendre un petit peu du recul sur la manière qu'on a de gérer les crimes, les délits, et de dire que ça c'est un délit, ça c'est un crime et ce genre de choses. La justice transformatrice, c'est un autre élément aussi, c'est donc de dire on arrête d'avoir recours au pénal, donc on pense autrement notre manière de gérer les personnes qui ont fait des préjudices, par exemple corporels ou d'atteinte à l'État ou ce genre de choses, avec une optique de restaurer les liens sociaux. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'humaniser aussi les personnes, sachant que de toute façon, la prison n'est pas une solution parce qu'en fait, plus les personnes sont incarcérées et plus le taux de récidive est important. Donc en fait, ce n'est pas du tout un lieu de réinsertion, de prise en charge et de soins, c'est vraiment un lieu qui brise les gens, littéralement, et qui fait que les personnes ont plus de risques de récidiver quand elles sont passées par la case prison, en gros. Et donc, pour terminer, je vous donne quelques petits exemples pratiques de choses à mettre en place pour imaginer peut-être une fuite et autre chose. Alors, par exemple, je vous donne un exemple plus ou moins personnel. En fait, moi, je suis dans une commission de médiation en ce moment même pour une histoire de violence conjugale, avec l'idée du coup, de gérer en fait à la fois la victime et à la fois la personne coupable, en se disant, OK, comment on fait pour essayer de créer vraiment de la médiation et un dialogue en écoutant quels sont les besoins de la victime et en responsabilisant la personne coupable.
avec une idée Et assez... là, quand même, juste une limite à la médiation, c'est Ouais, qu'elle est interdite en France en matière de violence conjugale. On a d'accord. signé une convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul et Mhm. qui recommande, dans le cadre des violences, de ne pas créer de médiation. C'est-à-dire que D'accord. donc ça peut être aussi intéressant d'interroger ça. Est-ce que Ouais, la ouais. Convention d'Istanbul est appropriée ou pas? Moi, Mhm. par exemple, dans mon travail, ça fait partie des choses que je recommande de ne jamais faire de médiation parce qu'à partir D'accord. du moment où il y a un déséquilibre des rapports de force, la Ouais. médiation, risque quand même d'échouer, quoi, parce que les gens ne sont pas Oui. à égalité pour dialoguer, quoi. Ah, par contre, on est d'accord qu'il y a des limites, hein. Je pense que clairement, il faut qu'en fait la personne coupable ait aussi une prise de conscience et ça peut créer des problématiques, ça peut engendrer des problématiques bien plus grandes aussi, hein. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison de le mentionner, à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est des choses qui existent déjà, à savoir le fait que des victimes se disent, moi, j'ai pas envie de porter plainte, j'ai plutôt envie de régler ça avec un groupe sécurisant parce que j'ai besoin de telle ou telle chose pour me sentir réparée et enfin réparer, c'est un grand terme, je ne pense pas qu'on soit réparé, mais en tout cas de se sentir une certaine forme de justice au-delà du système pénal. Mais ouais, tout à fait. Et ensuite, l'autre élément, c'est une question d'humanisation surtout. Donc, arrêter de considérer que les coupables, ce seraient des personnes isolées. Il y a aussi beaucoup, c'est quelque chose de très courant de dire que c'est des fous, que c'est des gens pas normaux et que, en gros, il faut absolument les écarter de la société civile pour qu'elle aille bien. Alors qu'en fait, dans le cadre de violences sexistes, clairement, on sait très bien qu'il y a une question très collective là-dessus et systémique. Et donc, vraiment de prendre les problèmes comme une responsabilité sociétale plutôt que de dire il faudrait gérer l'individu pour que le problème soit réglé. Il y a donc, comme je le disais, j'avais donné l'exemple tout à l'heure, mais donc cette idée de s'organiser collectivement, donc en fait de recréer la solidarité. Et là, je fais un petit appel au livre donc Surveiller et punir que je suis en train de lire de Michel Foucault. C'est qu'en fait, il explique que la présence policière et donc de répression, elle a été créée dans l'objectif de casser la solidarité entre les citoyens et citoyennes. C'est-à-dire qu'avant, en fait, par exemple, quand il y avait l'échafaud avec la personne condamnée qui allait être pendue, guillotinée ou quoi que ce soit, il y avait des masses, des foules de gens qui parfois avaient envie que la personne condamnée ne meure pas parce qu'en fait, la société civile n'était pas d'accord avec ça et considérait qu'il y avait un abus, que la peine était trop lourde. Et donc, il y a eu des émeutes massives dans plein de villes en France, par exemple, ce qui a donné lieu à une répression policière pour essayer de casser cette solidarité. Et après, c'est à cause de ça aussi qu'on a mis fin aux sentences publiques, parce qu'en fait, c'était un moyen d'organisation massive pour les gens, et du coup d'émeutes, de manifestations et ce genre de choses. Et enfin, il y a aussi donc le côté rétribution. Donc, par exemple, là, je vous donnais un exemple tout à l'heure de 7% de personnes qui sont incarcérées pour des infractions routières, ce genre de choses. Donc, il y a parfois le fait de casser quelque chose dans l'espace public parce qu'on est rentré dedans avec sa voiture, ce genre de choses. Plutôt que de passer par la case prison parce qu'on a cassé quelque chose, par exemple, on peut imaginer reconstruire ce qu'on a cassé, donner du temps dans une association de lutte contre le préjudice qu'on a subi. Donc ça peut être pour plein de préjudices, plein de délits différents. Et donc, ça demande aussi de savoir en fait comment on a envie que les gens donnent de leur temps quand ils ont commis un préjudice pour la société, plutôt que d'être isolés dans un espace où ils sont mis au banc de la société pour un certain temps. Donc en gros, ouais, j'ai juste mis ces deux phrases-là, c'est que la prison, elle a été créée pour des très bonnes raisons, à savoir mettre au banc de la société les personnes indésirables à un moment donné, et elle a été créée par les dominants, donc il y a très peu de chances qu'elle soit à un moment un outil pour les personnes discriminées, et que la réforme n'est pas suffisante. Donc envisager le fait de refondre le système n'est pas suffisant, parce qu'en fait la prison, c'est déjà une réforme, et ça a été souhaitable à un moment donné, alors qu'en fait on se rend compte que ça ne fait que reproduire, voire provoquer des inégalités. Juste pour vous dire, ouais, en gros, dans Gwenola Ricordo, elle parle vraiment du genre dans la prison, et donc, en fait, elle trouve qu'il y a une triple peine pour les femmes, c'est que quand elles sont détenues, leurs conditions de vie sont indignes, c'est-à-dire que les agressions sexuelles, par exemple, en prison, sont en monnaie courante pour les détenus. En tant que proches de détenus, elles ont une charge mentale qui est immense parce qu'en fait, on compte sur elles pour s'occuper à la fois de la personne détenue, en particulier quand c'est un homme et qu'elles sont en couple avec cet homme-là. Et en tant que victime, comme vous le savez, comme on l'a vu, elles ne sont pas du tout prises en charge. Du coup, selon vous, le complexe carcéro-industriel met-il en lumière le lien entre capitalisme et prison? C'est tout à fait vrai.
Est-ce que l'abolitionnisme pénal vise à abolir la police? C'est aussi vrai, tout à fait. Et enfin, aux États-Unis, la majorité des détenus sont blancs et blanches. Vrai ou faux? Magnifique. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes au taquet en plus. Et voilà, là, j'avais juste mis les petites sources ou d'autres ressources justement pour aller plus loin. Et notamment le premier article qui explique comment en France on tend vers un système carcéro-industriel aussi. Parce que là, comme je vous dis, c'était vraiment beaucoup de choses sur les États-Unis. Mais en France, c'est à peu près la même situation en ce moment.